Bonjour et bienvenue dans ce webcast Pourquoi les DSI vont-elles disrupter leur IT management? Je suis Alexandre Lacreuse, responsable des solutions IT Operation Management et Analytics chez Oracle France. Et je vais être accompagné lors de ce webcast par Patrice Le Tallec. Patrice, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Patrice qui est consultant spécialisé sur nos solutions d'IT Operation Management et Analytics chez Oracle France. Alors l'agenda de ce webcast, on va commencer par une chronique qui va être animée par Alain Scazola qui est BDM Data sur le périmètre Data chez Oracle France. Et puis ensuite, on va se plonger dans ce webcast Pourquoi les DSI vont-elles disrupter leur IT management, avec notamment des illustrations, des exemples, des cas concrets. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans une seconde partie. Et puis on terminera par une session de questions-réponses. Alors vous avez un bouton Q&R pour questions et réponses, tout simplement dans lequel vous pouvez taper vos questions et puis on y répondra en fin de webcast. Alors commençons sans attendre par la chronique d'Alain Scazola. Merci Alexandre, et puis je suis très heureux d'être parmi vous là sur ce webcast qui est extrêmement intéressant. Donc j'ai le plaisir de démarrer, comme nous le faisons maintenant assez régulièrement, par une petite chronique sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur des faits qui ne sont pas tous très récents, mais qui ont marqué l'actualité de l'époque et que vous aviez peut-être sans doute oublié. Alors ce sujet sur ce webcast traite de la nécessité d'un changement profond de l'IT management. Notre informatique est devenue de plus en plus complexe, ça je ne vous l'apprends pas, et les outils et méthodes du management de l'IT ne sont pas vraiment adaptés à cette complexité croissante. Alors le risque est clair, une mauvaise gestion des infrastructures et des applications peut avoir des conséquences néfastes sur la performance de l'entreprise, depuis la simple baisse de productivité, à cause d'un problème de lenteur de réseau, par exemple, jusqu'à des pertes réelles de chiffre d'affaires quand un site de e-commerce ne répond plus ou qu'un transfert de flux comptable est corrompu. Sans parler de l'atteinte de l'image de l'entreprise quand ces problèmes sont révélés au public. Tout cela peut sembler un peu théorique. Alors c'est pour ça que nous nous sommes dit en préparant cette chronique qu'il serait intéressant de prendre quelques exemples réels de ces pannes informatiques, sans forcément stigmatiser les entreprises qui les ont subies, mais pour montrer que les conséquences sont parfois très négatives. Eh bien, sachez tout d'abord que la recherche de ces cas réels s'est révélée plutôt complexe. Évidemment, les grands groupes ne se vantent pas des faiblesses de leur système, mais ceux dont l'activité est totalement dépendante de leur système informatique et dont la perturbation peut donc avoir des conséquences directes sur les clients, ont du mal à cacher certains incidents qui ne manquent pas de faire les gros titres des journaux. En voici 3 exemples. Dans le secteur aérien, très sensible évidemment, c'est un bug logiciel qui a paralysé le 28 septembre dernier l'enregistrement de milliers de voyageurs. La société Amadeus, qui équipe la plupart des compagnies aériennes, avoue dans la matinée connaître une instabilité sur leur plateforme de service web, qui affecte directement une dizaine d'aéroports internationaux dans le monde. Si cette interruption de service ne dure que 15 minutes à Roissy, il faudra plus d'1 heure et demie à Londres Gatwick pour rétablir le système. Les files d'attente s'allongent et les aéroports vivent une vraie pagaille, comme le titrera la presse business, affectant directement l'image de l'éditeur. Dans le secteur bancaire, les répercussions peuvent être très coûteuses. La Royal Bank of Scotland, en juin 2012, ça date un peu, mais c'est un des premiers éléments qui sont venus sur le marché, met à jour une de ses applications les plus sensibles. Mais l'opération ne se déroule pas comme prévu et le système d'information tombe. Plus de 100 millions d'opérations sont accumulées pendant cette panne. 6,5 millions de clients n'ont pas reçu leur salaire. La banque paiera au final 70 millions de livres de dédommagement à ses clients. Et plus tard, il sera prouvé que l'incident était dû à un problème de son ordonnanceur, ce qui vaudra à la banque un dédommagement de son fournisseur, dont le montant est resté confidentiel. Plus récent et particulièrement marquant, l'incident qui a touché Amazon le 16 juillet dernier, lors de son fameux Prime Day, et ceci 5 minutes seulement après l'ouverture de cette journée de promo réservée aux clients premium.
le site s'est retrouvé inaccessible pour beaucoup de clients aux États-Unis pendant plusieurs heures. Pour ceux qui parvenaient à accéder au catalogue, des erreurs étonnantes se produisaient, comme l'impossibilité de valider son panier d'achat, qui se retrouvait vide au moment du règlement. Les fameux chiens d'Amazon qui illustrent les pages d'erreurs du site ont été largement retweetés par les clients déçus. Si l'on prend en compte l'estimation d'Internet Retailing dans le chiffre d'affaires du Prime Day, qui serait cette année de 4 milliards de dollars, soit près de 140 millions par heure, on peut imaginer aisément quelles conséquences a pu avoir ne serait-ce qu'une ou 2 heures de panne affectant 10% des utilisateurs. Amazon n'a bien sûr pas donné de chiffre précis, mais l'action a perdu 1% le 16 juillet à cause de cette panne. Et 1% pour Amazon, c'est quand même pas négligeable. Alors comment expliquer ces incidents qui arrivent bien sûr à toutes les entreprises, même s'ils font moins de bruit à l'extérieur que celles que nous venons de citer? On peut distinguer 3 raisons principales. Tout d'abord, l'accélération du changement qui touche directement le système d'information. Et ça, on n'y peut rien, on ne va pas freiner la transformation des entreprises. Ensuite, une mauvaise anticipation ou une mauvaise communication entre les services. À l'heure du développement rapide, quand on implante une nouvelle fonctionnalité majeure sur un site de e-commerce, par exemple, il serait bon d'en informer tous les responsables de l'infrastructure pour vérifier qu'elle n'entraîne pas un besoin de capacité, machines, réseaux, etc., etc. Enfin, l'hétérogénéité du système d'information et la multiplication des systèmes d'information d'IT management, on en trouve parfois plusieurs centaines dans les entreprises et ils ne communiquent pas, ce qui rend impossible la vision globale nécessaire aujourd'hui. Et c'est sur ce dernier point qu'il y a moyen d'agir et c'est ce que nous allons vous démontrer dans ce webcast. Merci Alain pour cette chronique très intéressante et en effet, c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans ce webcast. Pourquoi les DSI vont-elles disrupter leur IT management? Alors la vision d'Oracle, en partie pour toutes les raisons qui ont été évoquées lors de la chronique d'Alain, c'est que d'ici 2020, une majorité des DSI sera équipée d'un cockpit de management unifié, hétérogène, hybride, intelligent, hébergé dans le cloud. C'est le pari, c'est la vision d'Oracle, c'est la prédiction d'Oracle. Donc d'ici 2020, une majorité de DSI sera équipée d'un cockpit de management unifié. Pour quelles raisons? Actuellement, le management des opérations IT, il est encore jugé largement perfectible au sein de nombreuses DSI. Il y a plusieurs enquêtes qui signalent d'ailleurs que moins de 10% des clients ont confiance en leur stratégie de monitoring. C'est un constat qui est forcément amer pour une majorité des DSI qui cherchent à garantir le meilleur niveau de performance et de résilience de leurs environnements applicatifs. Et c'est d'ailleurs pourquoi plus de 50% d'entre elles estiment avoir besoin désormais de solutions adaptées à leur transformation digitale, à l'adoption des plateformes cloud, à l'émergence du mouvement DevOps ou encore du Big Data. Alors, le premier enjeu, c'est de casser les silos de l'IT management. Aujourd'hui, une DSI, une très grosse DSI d'un groupe du CAC 40, elle peut détenir plusieurs dizaines, voire parfois jusqu'à une centaine d'outils de monitoring qui peuvent collecter des données métrologiques, de configuration qui vont générer plusieurs téraoctets de logs par jour. Ça peut être un ensemble qui représente des dizaines, des centaines de silos de données dissociées, structurées et non corrélées, ainsi que des tonnes de données non structurées pertinentes, mais non corrélées. Finalement, on se retrouve un petit peu comme dans un Rubik's Cube, lorsqu'on rencontre un incident pour recoller un peu les morceaux et essayer d'analyser la cause d'un dysfonctionnement ou pire d'une interruption de service à partir de toutes ces métriques, de tous ces logs provenant d'outils différents. Et donc, ça va nécessiter un temps démesuré, une charge de travail monstrueuse pour les équipes IT. Le deuxième enjeu important, c'est faire face au caractère hétérogène et à l'hybridation des systèmes d'information. Aujourd'hui, avec l'émergence à vitesse accélérée des nouvelles technologies telles que Docker, Kubernetes, le NoSQL, des nouveaux langages tels que Swift, Rust, TypeScript, Go,
Et puis aussi des nouvelles architectures, on parle d'architecture en microservices, on parle également de la blockchain ou d'architecture autonomous. Tout cela finalement rend obsolètes les solutions de monitoring de l'ancienne génération. Et puis également le côté hybride, puisque en fait l'agilité apportée par les plateformes cloud ont conduit les DSI à multiplier la diversité de leur hébergement. Donc toujours bien sûr des hébergements dans leur propre data center on-premise, mais également la constitution de cloud privés et puis aussi faire appel à des cloud providers qui offrent des services d'hébergement dans le cloud public. Il est désormais très fréquent d'externaliser ces environnements, notamment de développement chez un cloud provider, ainsi que des environnements de production peut-être pas les plus critiques, chez des cloud providers, mais aussi même de basculer ces applications critiques en mode SaaS, tout en gardant la main sur une partie de sa plateforme. Donc, dans un environnement de plus en plus diversifié, de plus en plus complexe, les DSI expriment le souhait de s'équiper d'un cockpit de management centralisé, à la fois hétérogène et hybride. Le troisième enjeu, c'est d'exploiter le potentiel du machine learning. Aujourd'hui, les solutions modernes doivent intégrer dans leur approche des algorithmes de machine learning. Pourquoi? Pour gagner en efficacité, pour permettre aux équipes IT de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Les outils traditionnels de monitoring aujourd'hui, ils peinent à identifier les patterns dans les comportements des environnements, à relier les différents événements ensemble. Et ça, c'est un travail que pourraient aisément effectuer des algorithmes de machine learning. Les algorithmes de machine learning, ils peuvent identifier des comportements inhabituels, regrouper les données en modèles, les corréler pour identifier, comprendre les relations entre les différentes variables, entre les données, afin d'identifier des problèmes et même, pourquoi pas, les prédire. Aujourd'hui, la plupart des DSI, elles sont équipées d'outils d'infrastructure monitoring. C'est le premier outil en général qui est mis en place. Sauf que ces outils d'infrastructure monitoring, ils sont incapables d'anticiper des dégradations de performance ou de prédire avec précision le besoin en ressources à venir. Et enfin, le dernier enjeu, la dernière tendance, ça va être d'adopter une plateforme de type SaaS. Pourquoi? Pourquoi adopter une plateforme de management unifié de type SaaS? Parce que bâtir au sein de son data center une plateforme de monitoring, d'analytics à destination de la DSI, unifiant l'ensemble de ses métriques IT afin d'améliorer son efficacité opérationnelle, ça serait un projet critique à part entière. Si on le faisait on-premise, ça rajouterait une charge de monitoring conséquente qu'on peut considérer comme absurde. En fait, ça serait le serpent qui se mord la queue. L'idée, c'est d'éviter d'avoir à monitorer des outils de monitoring. Donc c'est pourquoi la vision qu'a Oracle, c'est que les DSI vont privilégier désormais, si elles le peuvent, des solutions de type SaaS. Et c'est pourquoi, avec l'approche SaaS du machine learning, on va pouvoir réaliser des analyses en temps réel de façon optimisée, de façon à traiter des quantités massives de données sans avoir à bâtir et à maintenir une infrastructure complexe et coûteuse au sein de son data center. Alors la solution proposée par Oracle pour répondre à tous ces enjeux, elle s'appelle Oracle Management Cloud. Oracle Management Cloud, c'est un cockpit de management qui est unifié, qui est hétérogène, qui est hybride, qui est intelligent et qui est hébergé dans le cloud. Alors on va voir avec Patrice en détail des illustrations, des exemples concrets sur l'ensemble des enjeux que l'on vient de présenter. Juste en introduction, Oracle Management Cloud a un cockpit de management unifié. Il est complet parce que au sein de cette solution unifiée, il y a 7 modules. Et ces modules reprennent les briques les plus essentielles de l'IT management et de l'analytics à destination de l'IT. On a un premier module d'application performance monitoring. On a un module également d'infrastructure monitoring, de log analytics, d'IT analytics pour faire de l'analyse de ressources, de l'analyse de performance, de l'analyse de disponibilité, de l'orchestration pour faire principalement de l'auto-remédiation, un module également de configuration
et de compliance pour voir où se trouvent les divergences, où se trouvent les déviations, et puis également le monitoring et l'analyse de la sécurité. À travers les différentes illustrations, on va voir le caractère unifié de la plateforme, le caractère hybride, hétérogène, intelligent. Eh bien, on va finalement naviguer au sein de ces différents modules. Alors Patrice, on va commencer par voir le caractère unifié de la solution. Et tout d'abord, voir qu'au sein de la plateforme de Cockpit Oracle Management Cloud, eh bien, on a la possibilité d'avoir des dashboards unifiés qui rassemblent les différents modules de notre cockpit. Voilà Alexandre, alors une des façons effectivement d'illustrer les enjeux donc, que tu as soulignés, ça va être de montrer à travers des écrans, de reprendre les différents enjeux et de les montrer, les fonctionnalités qu'on a dans les écrans. Une des premières choses que l'on voit facilement, c'est qu'on a des dashboards unifiés. Donc on parlait vraiment, c'est le premier terme, le premier enjeu, tout ce qui est unification des données. C'est-à-dire que là, on retrouve des informations généralement dans différents outils donc, qui sont en silo, où il est difficile de recouper les informations. Là, on va voir qu'à travers un simple dashboard, on a déjà des informations qui proviennent de différents outils habituellement. Hein. Et là, tout est stocké au même endroit, donc on peut visualiser simultanément, en corrélation, des informations qui viennent de l'APM, des logs, des métriques de monitoring en général. C'est ce qu'on peut voir sur ces différents écrans, notamment là avec une map. Alors effectivement, sur ce deuxième écran, on a une carte qui représente en fait l'endroit où se connectent les utilisateurs. Donc ça vient plutôt d'un module de type APM en général. Et sur la partie droite, par contre, on va avoir des informations qui proviennent des logs, donc qui sont en rapport évidemment sur la même période de temps, avec notamment une information purement business en haut à droite, sur une valeur de commande à un moment donné de la journée, et puis un nombre de commandes aussi par heure qui sont indiquées juste en dessous. On a enfin, sur le même dashboard, une analyse qui est faite pour détecter des anomalies. Donc là, on utilise du machine learning pour regarder un peu, faire de la classification dans les données et trouver les données qui sont en dehors en fait, d'un périmètre précis. Alors un dernier exemple de dashboard vraiment unifié qui regroupe donc au sein finalement d'un même écran plusieurs modules. Alors voilà, ça c'est un exemple de dashboard donc, qui est intitulé Infrastructure as Service Dashboard. Donc c'est orienté IaaS, mais la particularité c'est qu'on a des informations qui proviennent de différents cloud providers. On voit notamment tout ce qui est graphique en bas à gauche. C'est un graphique qui recoupe à la fois des informations sur l'activité réseau qui viennent d'AWS et d'Oracle. Donc dans le cas où on a ces deux fournisseurs cloud, on peut visualiser sur le même graphique des métriques qui proviennent de différents cloud providers. C'est ça l'idée. Donc là, c'est vraiment le côté hybride des dashboards. Je voulais préciser aussi que ces dashboards, en fait, ils sont soit livrés tels quels, donc disponibles dès la mise en place du service, soit vous pouvez vous-même aller puiser donc, dans le data lake que fournit Oracle pour créer vos propres dashboards. Donc c'est à la fois disponible, prêt à l'emploi avec un certain nombre de dashboards, et vous pouvez aussi customiser et créer vos propres dashboards. Ce qui est intéressant également dans le côté unifié de la solution, c'est cette capacité finalement d'avoir au sein finalement d'une même plateforme, d'un même cockpit, à la fois, par exemple, une solution d'APM, Application Performance Monitoring, qui va fonctionner de façon parfaitement intégrée, de façon unifiée, avec sa solution d'analyse de log. Alors là, on va voir un exemple de cas de figure, Patrice. Alors Alexandre, là on est sur un écran en fait APM de l'outil d'application Performance Monitoring qui nous permet en fait de voir le détail d'un server request. Et sur le détail de ces appels, on voit notamment des sessions qui ont utilisé ce server request. On a encadré en rouge une session particulière. L'intérêt, ça va être, à partir d'APM, d'être capable d'aller plus loin quand on détecte une erreur ici. Si on avance un peu, voilà, ouais. On va voir que
On peut regarder les logs contextualisés on a possibilité effectivement en haut à droite d'aller directement sur la partie log. Et ça, c'est généralement des informations qui sont dans des outils différents. Donc, c'est très difficile de recouper ces informations en temps normal. Donc ça, c'est un vrai avantage du côté unifié, intégré au sein d'une même solution de l'APM et de l'analyse de log. Là, on voit qu'en ayant cliqué effectivement sur le lien, on arrive dans la partie Log Explorer. Donc, on est passé de l'interface APM à une interface d'analyse de log. Et on peut aller maintenant détailler, suite à l'incident remonté par APM, quels sont les logs qui sont en rapport avec cet incident. Et donc là, on voit qu'on a trois erreurs, trois problèmes potentiels. Voilà. Là, on utilise effectivement dans Log Analytics du machine learning pour faire de la classification et pour filtrer aussi dans les logs celles qui sont orientées vers du troubleshooting, donc qui vont permettre de remonter vraiment les informations pertinentes pour faire de l'analyse d'erreurs. Ce qui est intéressant, ce qu'on va pouvoir voir également, c'est qu'on va pouvoir, maintenant qu'on est dans Log Analytics, puisqu'on est dans une console, dans un cockpit qui est unifié, passer de façon cohérente, contextualisée, de Log Analytics à infrastructure monitoring. Dans Log Analytics, on voit qu'on nous présente notamment, parmi toutes les informations, des entités. Donc ces entités, ce sont des composants que l'on monitore par ailleurs, donc que l'on supervise. On peut à tout moment cliquer dessus et avoir de l'information donc sur ce composant. Là, en l'occurrence, donc c'est un host qui est affiché. On peut aller sur ce host et aller voir le détail des informations dessus. Alors, on arrive sur cet écran-là, et sur cet écran, effectivement, on a déjà un premier niveau d'analyse. Si on clique sur View Entity, on va basculer cette fois-ci dans la partie vraiment infrastructure monitoring, donc la partie supervision avec des alertes. En résumé, donc on est parti d'APM, on a détecté une erreur, on a été dans les logs pour faire de l'analyse de logs, et ensuite, à partir des logs, on a rebondi vers la partie monitoring pour regarder des métriques en temps réel. Ce que la solution va également nous permettre de faire, c'est de voir la topologie et d'avoir une vision de la topologie unifiée. On va pouvoir voir quel composant communique avec quel composant, et ça de façon transversale à l'ensemble des modules Oracle Management Cloud. Effectivement, quel que soit le module où vous trouvez, à tout moment, vous avez possibilité d'afficher donc la topologie, donc c'est-à-dire la relation entre les différents composants matériels et logiciels, et voir et aussi instantanément, visuellement, le statut des composants. Donc si un composant est en panne, s'il y a des erreurs, ça sera notifié sur la topologie et vous pourrez facilement ensuite, évidemment, aller explorer pour avoir plus de détails sur cette panne ou ce problème remonté. Donc là, c'est ce qu'on voit avec la possibilité d'avoir une vision même complète de la topologie. Alors là, est-ce que c'est pour une application en particulier ou c'est pour peut-être l'ensemble d'un système d'information? Là, on est sur une application, effectivement, comme on le voit dans la barre en haut, en fait, à gauche. On a un nom d'application. On peut filtrer par application. Voilà, on peut avoir aussi bien une vue globale des data centers, et on peut aussi à tout moment filtrer. Pour avoir une vision plus fine. Voilà, pour filtrer soit sur une application donnée, donc c'est le cas ici, soit même sur un composant précis pour voir uniquement ce composant et les relations qu'il a avec les entités à côté. Avec la possibilité de passer sur chacun de ces composants et d'obtenir un petit peu plus d'informations, notamment lorsque à tout moment, effectivement. Par exemple, là, on voit celui-ci qui est en rouge. Effectivement, à tout moment, on a possibilité d'obtenir plus d'informations et d'aller aussi dans la partie infrastructure monitoring ou la partie log pour avoir des détails sur la panne, par exemple, qui est remontée ici quand on voit le composant en rouge. Donc c'est ce qu'on illustre en fait dans les deux slides suivants. On voit qu'on bascule sur une partie monitoring
à partir de la topologie aussi. Donc l'idée quand même générale, c'est toujours pareil, c'est qu'on a un data lake qui est partagé par les différents modules, et donc à tout moment, on peut basculer de l'un à l'autre, on peut avoir des informations contextuelles, et ça c'est vraiment très fort et très puissant dans l'outil. Alors là, Patrick, ce qu'on a particulièrement vu, c'est le côté unifié de la plateforme. Maintenant, on va s'intéresser au côté hétérogène et hybride. Et notamment, commençons par le côté vraiment hétérogène. On le voit ici alors là, on est dans infrastructure monitoring, dans le module infrastructure monitoring, et on a la liste des entités qui sont monitorées. Voilà, exactement. Là, c'est une bonne façon aussi de voir ce côté hétérogène dans cet écran-là, parce qu'on voit sur la gauche un ensemble. Alors là, c'est loin d'être exhaustif, c'est le début en fait des composants et des technologies. Donc, on a vraiment différents types de technologies, différents types de providers aussi, donc qui peuvent être des cloud providers différents, qui sont affichés ici. C'est une solution qui n'est pas une solution Oracle centrique. Donc, on a vraiment tout un tas de composants hétérogènes du marché qui sont disponibles. L'idée, c'est de pouvoir monitorer n'importe quel type de technologie. Exactement. C'est ce qu'on voit également sur ce slide. Si on avance un petit peu, on va voir effectivement que à partir d'un composant, on peut voir aussi, encore une fois, c'est une autre vision de la topologie, les composants qui sont en relation. Donc là, on est parti sur un exadata, en l'occurrence, une machine exadata, et on voit le détail des composants de cet exadata. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est le côté hybride. Alors avoir la possibilité d'avoir un dashboard, un tableau de bord avec plusieurs technologies, mais également plusieurs types d'hébergement. Par exemple, si on a certains environnements qui sont hébergés chez Amazon AWS ou dans le Cloud Oracle, par exemple, mais également d'autres environnements hébergés on-premise, eh bien, on va avoir la possibilité de le voir et de le monitorer depuis un seul et même écran. Effectivement, là on voit que ce dashboard collecte des informations qui viennent à la fois d'AWS et du cloud public Oracle. C'est un exemple, c'est évident. On peut avoir d'autres fournisseurs de cloud. À partir du moment où on peut poser un agent sur du IaaS, on va être capable de remonter les informations vers Oracle Management Cloud et donc de présenter ces informations ici. Alors là, on le voit bien avec un widget en particulier où on voit Oracle Public Cloud et AWS sur un même dashboard. Là, on a fait un zoom effectivement sur un des widgets qu'on voyait précédemment, sur le dashboard précédent. Donc on voit qu'on peut zoomer, qu'on peut avoir une information plus détaillée ici. Et surtout, on voit aussi qu'on va pouvoir à tout moment basculer dans la partie Data Lake et l'outil qui aide à constituer ces différents graphiques. Donc là, on le voit sur le slide suivant. Ouais. Donc sur cet écran-là, on a basculé à partir du widget dans la partie Data Explorer, donc qui est la partie qui est l'outil qui nous permet tout simplement d'aller chercher les informations et de construire nous-mêmes nos propres graphiques ou nos propres visualisations d'informations dans la solution. Parce qu'on parlait d'IT Operation Management, on parle aussi d'IT Operation Analytics, et finalement ce cockpit, il a aussi vocation à être une plateforme d'analytics à destination de l'IT, un peu finalement comme si c'était un outil de business intelligence avec un Data Explorer qui permet de traiter, de manipuler toutes ces métriques, toutes ces données et de réaliser des widgets complètement personnalisés. Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, l'outil qu'on voit, c'est un outil vraiment de business intelligence. On voit notamment à gauche, on a la partie data, au milieu, la partie visualisation, où on choisit la façon dont on va visualiser les informations, et sur la droite, on a la restitution, tout simplement, des différentes interactions qu'on a faites sur les deux premières parties. Alors maintenant qu'on a vu le côté unifié, puis qu'on a vu également le côté, l'aspect hétérogène et hybride, on va s'intéresser au machine learning.
Et finalement, tout le potentiel qui peut être apporté par le machine learning au sein d'une solution, au sein d'un cockpit de monitoring et d'analytics à destination de la DSI. Ça va permettre de faire plusieurs choses, hein, le machine learning, de détecter des anomalies, de faire de l'analyse corrélative, de faire des analyses synthétiques grâce à la classification. On l'a vu un petit peu tout à l'heure au niveau de l'analyse de log, hein, puisqu'on pouvait passer de plusieurs centaines de milliers de logs insignifiants à une dizaine de logs pertinents où on voyait les erreurs potentielles, les valeurs aberrantes. Et puis également, ça va servir à faire de l'intelligence prédictive. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce slide? Effectivement, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, hein. Mais là, ce qu'on peut voir plus en détail, sur ce slide, c'est justement un ensemble de modèles de machine learning qui sont disponibles dans la solution. C'est pas exhaustif, c'est une partie. C'est une partie qui va nous servir notamment pour la sécurité, pour faire des analyses donc, et des corrélations sur tout ce qui est événements de sécurité. Donc là, c'est juste un exemple des modèles de machine learning au sein de la solution Oracle Management Cloud. Sur le slide suivant, on voit même qu'on a la possibilité de réaliser quelques paramétrages sur ces modèles de machine learning. Voilà. Alors, certains modules, certains modèles de machine learning sont des modèles qui sont sans apprentissage. Donc, comme on a parlé pour les logs de la classification, par exemple, il n'y a pas besoin d'apprentissage. C'est lié à l'algorithme qui fait automatiquement à partir des données de la classification. Pour un ensemble d'autres modèles, on a une période d'apprentissage puisqu'on va donc explorer les données qui sont disponibles dans l'historique et à partir de ces données, on va commencer à affiner des résultats et ça c'est vraiment, je dirais, l'intérêt du machine learning. Il va être capable de s'adapter évidemment aux données qu'il va trouver pour présenter les informations les plus pertinentes et les alertes les plus pertinentes. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail du clustering. Finalement, qu'est-ce que c'est que le clustering? À quoi ça sert? C'est des algorithmes de classification et on le voit, l'analyse de log, ça peut parfois être très fastidieux, très complexe, un petit peu parfois chercher une aiguille perdue dans une botte de foin que de faire de l'analyse de log. Là, l'idée de l'algorithme de clustering, ça va être de passer de centaines de milliers, voire de millions d'entrées de log à finalement une petite dizaine de logs pertinents sur lesquels on va pouvoir s'attarder et donc gagner énormément de temps, Patrice. Voilà, et Alexandre, là on est effectivement dans l'interface de Log Analytics, hein, c'est ce qu'on appelle le Log Explorer, et dans cette interface, donc on visualise des entrées, des lignes de log, on les visualise une partie graphique qu'on voit en haut à droite, mais on voit aussi le détail en dessous des lignes, et surtout là on voit que dans l'encadré, il y a plus de 5 millions de lignes, qui sont même peut-être même encore plus, hein, je ne l'ai pas en gros plan, même c'est plus de 57 millions dans cet exemple de lignes qui sont analysées, qui sont disponibles, qu'on peut visualiser. Donc tout ça c'est très bien, mais ça fait quand même beaucoup d'informations. Oui. Alors on a beau mettre un petit graphique qui présente, je dirais, par catégorie, par type de log, la répartition, ça ne va pas forcément nous aider tout de suite à trouver quelque chose de très précis. Donc, pour ça, on va utiliser le machine learning. On a donc 57 millions d'entrées. On va utiliser ce qu'on appelle le clustering. Et donc cet algorithme de machine learning, qui s'appelle du clustering ou de la classification, va automatiquement regrouper et analyser des patterns dans les logs pour ne présenter finalement que des informations pertinentes et qui sont directement utilisables pour analyse. Là, on voit par exemple qu'on est passé de 57 millions de lignes à 97 clusters. Donc ces clusters, en fait, on a un exemple en bas à droite, sont des patterns dans lesquels il y a un certain nombre de variations. Donc il y a des parties fixes en noir, là, des parties variables en bleu, qui ont été analysées, regroupées par l'algorithme de machine learning. Et du coup, au lieu d'analyser 57 millions de lignes en détail, on peut se concentrer sur ces 97 clusters. Ou même encore moins, si on veut aller directement voir les erreurs potentielles. On a 16 potential issues. Effectivement, dans ces patterns, il y a à la fois des informations qui sont purement informatives, et puis il y a des informations qui sont liées à des erreurs, à des problèmes. À ce moment-là, on voit qu'on peut aller sur le deuxième onglet pour afficher effectivement 16 erreurs potentielles au lieu des 97 clusters.
clustering, on va aussi le retrouver pour d'autres modules. Par exemple, si on veut faire de l'analyse de configuration et voir en un coup d'œil où se trouvent des anomalies, des divergences, des déviations sur des règles de configuration, eh ben, on va également pouvoir en bénéficier dans ce type de cas. Effectivement, Alexandre, ça reprend un petit peu le principe de la classification dans les logs, sauf que là, au lieu d'analyser des entrées de log, on analyse en fait des paramètres des différents composants, des configurations, donc, et on va être capable de détailler ensuite des ensembles de configurations avec des ensembles importants, un peu comme des villes, et puis tout autour des changements, des variations qui sont la même configuration avec quelques différences. Donc ça permet de visualiser très rapidement un ensemble de configurations et de voir s'il y a des écarts, des anomalies. Tout ça est analysé automatiquement aussi par le machine learning. Un autre avantage du machine learning, c'est l'early warning. Ce qu'on va pouvoir voir grâce au machine learning, c'est finalement d'anticiper une violation de SLA ou un dépassement de temps de réponse sur la base d'une baseline, d'un temps de réponse qui serait considéré comme normal. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, avec une dégradation progressive du temps de réponse. On n'a pas encore violé le temps de réponse, le SLA qui est fixé à 3 secondes sur ce temps de réponse. Néanmoins, on voit qu'on est déjà au-dessus de la baseline en tenant compte de la saisonnalité, mais également qu'on a une prédiction, et là on le voit de façon plus graphique, on voit que la tendance actuelle est telle que dans les prochaines heures, on va violer le temps de réponse sur les 3 secondes. Donc là, un exemple ici, Patrice, de early warning d'intelligence prédictive sur l'anticipation de dégradation d'un temps de réponse. Effectivement, on parle de disruption. Donc là, on n'attend plus en fait que l'événement se produise quand il est prévisible. C'est-à-dire quand on est capable, à travers le machine learning, de prévoir finalement que l'événement va arriver d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, par exemple. On peut mettre des alertes, donc qu'on appelle early warning, qui vont nous prévenir que si on continue sur le même rythme, évidemment, il y a toujours une partie de probabilité, on aura un événement, on va violer un SLA par exemple, d'ici 1 heure ou d'ici 2 heures. Et pourquoi pas aller encore plus loin avec, grâce au machine learning, faire des corrélations, faire de l'analyse corrélative. Et là, dans cet exemple, une corrélation inversée, qui peut être automatiquement détectée par le machine learning, en fait, on a une baisse du nombre de transactions et en même temps une augmentation du temps de réponse. Alors exactement, là en fait c'est ce qui est illustré ici, c'est qu'à travers toutes les données, toutes les métriques qui sont disponibles, c'est très difficile pour l'être humain de faire ce type d'analyse. Par contre, pour des environnements comme ça, big data, qui utilisent du machine learning, on va pouvoir capter un grand nombre de métriques et détecter des anomalies toutes simples, comme une anomalie qui consiste à montrer que en ayant une baisse d'activité d'un côté, on peut avoir une augmentation de temps de réponse par ailleurs, et donc ça, en soi-même, c'est déjà une anomalie. Et grâce au côté hétérogène, hybride, unifié, on va pouvoir analyser quelle est la cause de dysfonctionnement plus en détail, et ici voir qu'on aurait une alerte au niveau du storage. Et là, si on fait une analyse plus en profondeur au niveau du storage, et grâce à une topologie unifiée, on va voir que différentes applications, notamment une application de Bing, une autre application qui s'appelle DSS, sollicitent finalement le même stockage. Et puis on a une application qui a commencé à travailler il y a quelques heures, et qui va finalement provoquer une dégradation du temps de réponse. Sans rentrer effectivement trop dans le détail là, de cette analyse, ce qu'il faut retenir, c'est que en partant de cette analyse corrélative et de cette corrélation inversée entre l'activité et l'augmentation du temps de réponse, on arrive à voir qu'on a un métrique qui augmente, qui est celui des I/O sur les disques, et que c'est lié en fait à une autre application, qui est une application donc décisionnelle, qui d'un seul coup consomme énormément d'I/O, et donc ça va impacter notre application qu'on était en train de superviser.
Et enfin, pour conclure sur le machine learning, également des cas d'utilisation de machine learning pour faire du monitoring et de l'analyse de sécurité. Voilà, donc dans la sécurité, on va s'en servir pour différentes choses. On va faire de la corrélation, je dirais, relativement classique, hein, sur de l'analyse, par exemple sur des logins, sur des problèmes de connexion. Mais on va utiliser aussi du machine learning plus poussé pour tout simplement être capable de dessiner pour un utilisateur un ensemble de faits, hein, qui sont en fait, on va dire, des bruits de fond, si on ne fait pas très attention, mais qui, mis bout à bout, vont représenter en fait ce qu'on appelle une kill chain, c'est-à-dire un scénario dans lequel il se passe des choses qui ne sont pas très visibles de façon unique, mais quand on regarde dans le temps, et on sait que la plupart des attaques maintenant informatiques, ça ne dure pas juste sur une journée, mais ça se propage sur plusieurs mois, vont nous révéler qu'il est en train de se passer quelque chose par rapport à cet utilisateur, par rapport à ses accès, par rapport à ses comptes. Donc dans le but d'identifier le plus en amont possible des cyberattaques, et notamment par exemple voilà, dans cet exemple-là, un potentiel ransomware. Voilà, alors notamment, effectivement, on est capable d'observer tout un tas d'événements. Un exemple aussi qu'on peut illustrer, c'est le fait d'être capable de dire que cet utilisateur qui habituellement accède à un certain nombre de tables dans une base de données, ça peut être à travers une application en général, hein, ça peut être aussi directement à travers une interface SQL. D'un seul coup, on s'aperçoit, le machine learning va remonter une alerte en s'apercevant que cet utilisateur accède à d'autres tables auxquelles habituellement il n'accède pas. Donc pour pouvoir faire ce type d'analyse, il faut être capable évidemment d'ingérer et d'analyser quelques informations sur un très grand nombre d'informations disponibles. Donc là, on voit qu'on a une communication SMB qui est suspecte, des serveurs message block, donc un protocole de communication pour envoyer des fichiers qui sont, voilà, on détecte quelque chose de suspicieux à ce niveau-là. Et grâce au machine learning, finalement, on anticipe et on peut bloquer en amont cette cyberattaque. Et donc là, dans ce cas de figure-là, une tentative de ransomware. Exactement. Et le deuxième cas, en fait, comportement anormal avec. Donc c'est ce que je viens en fait d'expliquer sur la partie base de données. Là, on voit effectivement une attaque avec du SQL anomalie, hein, c'est-à-dire qu'un utilisateur accède à des tables auxquelles habituellement il n'accède pas. Donc par exemple, un utilisateur marketing qui accéderait à des tables d'une base finance alors qu'il ne l'a absolument jamais fait, qu'il n'a aucune raison de le faire. Exactement. Autre type d'analyse, c'est évidemment une analyse qui va être basée sur l'endroit où se trouve l'utilisateur au moment où il se connecte. Si il est à Paris à 13 h et s'il est à Tokyo 2 heures après, ça va être remonté évidemment automatiquement par le machine learning, par les outils d'analyse, pour montrer qu'il y a des incohérences dans la façon de se loguer. Et enfin, le dernier enjeu, une solution de type SaaS. Pourquoi de type SaaS? Les avantages que ce soit en SaaS, Patrice, c'est le caractère un peu prêt à l'emploi, finalement. Pouvoir bénéficier de la solution beaucoup plus rapidement que si on avait à la déployer chez soi on-premise dans son propre data center. Pas de souci de scalabilité, de la puissance à la demande, et puis des déploiements qui vont avoir lieu finalement en quelques heures à la place de plusieurs mois pour des déploiements plus traditionnels on-premise. Effectivement, en une journée, même en une demi-journée, on peut très facilement venir chez vous et montrer des métriques, des dashboards qui vont être disponibles vraiment dans les heures qui suivent pour montrer tout simplement qu'on est vraiment dans du SaaS. On va installer éventuellement, dans certains cas, des agents sur du IaaS ou sur du on-premise pour remonter un certain nombre d'informations. Et à partir de là,
Tout le reste, effectivement, est hébergé dans le cloud. Donc, on va avoir une solution de prêt à l'emploi très rapide et qui sera aussi facile à maintenir, évidemment, puisque c'est Oracle qui s'occupe de la maintenance de l'application. Et aussi, un point très important, les upgrades. Des upgrades qui peuvent être automatiques ou autonomes. Pas besoin de soi-même réaliser des upgrades ou des mises à jour. Voilà, donc effectivement, tout ce qui est mis à disposition de nouvelles fonctionnalités ou corrections de fonctionnalités va être disponible dans la plateforme. Le fait de se connecter dessus va rendre disponibles les nouvelles fonctionnalités. Ça va être complètement transparent. La seule chose éventuellement qu'on aura à faire côté client, si on le voit sur le slide suivant, ça va être l'installation des agents. Ça va être l'installation d'agents pour remonter de façon, je dirais, complète et de façon surtout efficace des informations en les compressant notamment, et des mises à jour de ces agents, mais qui sont vraiment à partir de l'interface. On peut tout mettre à jour d'un seul coup, et encore une fois de façon transparente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on appuie sur le bouton, on ne s'occupe plus de rien. Et s'il y a besoin de mettre à jour des agents, c'est la plateforme qui va le faire. Alors merci Patrice, on arrive au terme de ce webcast. Encore quelques éléments avant de prendre les questions qui nous ont été adressées. Si vous souhaitez en savoir plus, une chose facile que vous pouvez faire, c'est tout simplement en tapant IT Operation Management dans Google, vous allez nous trouver parmi les premiers liens, normalement le premier, notre nouveau site web qui présente en détail finalement l'ensemble des différents aspects, finalement qui va présenter le cockpit de management unifié dont on a parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à visiter notre site web, vous allez trouver des études, des fiches produits, des vidéos, des descriptions de cas d'utilisation. Donc voilà, je vous invite vivement à aller consulter notre site internet. Donc tout simplement en tapant IT Operation Management dans google.fr, vous allez les trouver très facilement. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore le cas, à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter. C'est là où on va vous partager tous nos événements, nos workshops, les prochains webcasts, mais également régulièrement des articles que l'on publie. Et enfin, si vous souhaitez tester le Cloud Oracle, si vous souhaitez tester Oracle Management Cloud et le fameux cockpit de management unifié dont nous avons parlé aujourd'hui, eh bien, tout simplement, vous pouvez réaliser un essai gratuit avec 3500 heures gratuites. Et pour cela, c'est très facile. Il suffit que vous alliez sur le site cloud.oracle.com/fr_fr/try-it. Donc voilà, notez bien cette adresse URL pour tester gratuitement le Cloud Oracle et l'ensemble des modules de votre choix. Et enfin, pour terminer, les questions-réponses. Alors Patrice, une première question. Alors, je ne suis pas data scientist. Faut-il des compétences de data scientist pour utiliser les différents modèles de machine learning? Alors, concernant le machine learning, c'est du machine learning qui est vraiment embarqué par la solution en mode SaaS. Alors, on a vu qu'on avait accès à quelques paramètres sur certains modèles pour notamment la période d'apprentissage quand elle est nécessaire, même s'il y en a une par défaut, qui en général est suffisante. Mais à part ça, il y a besoin effectivement, il n'y a pas besoin de connaître le machine learning. On l'utilise, donc c'est un peu comme une voiture, on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement du moteur, il suffit de rentrer dedans et de le piloter et c'est parti. Est-il possible de monitorer des environnements JBoss ou Tomcat? Oui, alors on a vu tout à l'heure très rapidement quelques technologies, je sais pas, JBoss n'était peut-être pas indiqué, mais effectivement ça fait partie des technologies qui sont embarquées, qui sont de toute façon, je dirais que toutes les technologies vraiment courantes sont disponibles dans la solution. Et en plus, quand c'est pas le cas, on peut également, sur mesure, faire des customisations. C'est le cas notamment à la partie log. À partir du moment où il va nous manquer, je dirais peut-être certaines logs, certains types de logs, on va être capable d'en mettre à disposition.
nous-mêmes. Enfin, le client sera capable de le faire lui-même. Alors, le traitement des informations reste-t-il sur chaque module externe ou bien est-il centralisé? Excuse-moi. Alors, est-ce que le traitement des informations collectées, alors, on n'est pas sûr de bien comprendre cette question, est-ce que ça reste sur chaque module externe ou bien centralisé? D'accord, je pense comprendre. Donc en fait, les informations, elles sont stockées comme indiquées dans un data lake, donc c'est-à-dire que c'est vraiment centralisé, c'est unifié. Après, on a possibilité évidemment d'avoir un ou plusieurs de ces modules. On n'est pas obligé d'avoir tous les modules d'un coup. Donc si on a un seul module, eh ben, on ira uniquement utiliser une partie de ces métriques de ce data lake. Par contre, l'avantage, c'est qu'on commence à avoir 2 ou 3 modules, on est capable aussi d'aller puiser directement dans une seule base, dans un seul data lake, avec un seul outil qui s'appelle Data Explorer, ou Log Explorer pour la partie log, et de construire surtout des dashboards unifiés avec toutes ces informations. Et encore, je vois qu'il y a encore 3 questions. Alors, quelle est la durée minimum d'apprentissage de vos modèles de machine learning? Alors, en fait, la durée d'apprentissage, quand c'est nécessaire, encore une fois, il y a différents types d'algorithmes. Donc, il y a des algorithmes sans apprentissage. Pour les algorithmes avec apprentissage, comme par exemple sur la partie database SQL Anomaly, dans la sécurité, c'est positionné une semaine par défaut, qui est souvent effectivement un minimum, on va dire, pour commencer à observer comment les utilisateurs se connectent aux bases. Après, si on est sur des environnements qui ne sont pas des environnements de production, qui sont sous-utilisés, on peut évidemment agrandir cette période, tout simplement pour éviter d'avoir des alertes un peu trop tôt qui ne sont pas en rapport avec ce qui se passe sur la production ou sur les environnements concernés. Oui, et puis si c'est du clustering, pas de durée d'apprentissage. Là, il s'agit juste de faire de la classification. Notamment voilà, dans la partie log, ce qu'on voit dans tout ce qui est clustering ou link, ça se fait sans apprentissage, ça se fait uniquement sur les données présentes au moment où on fait l'analyse. Donc c'est vraiment du machine learning sans apprentissage. Alors, où héberger la solution Oracle Management Cloud? Elle est hébergée dans les data centers Oracle. En l'occurrence, lorsque l'on est français, elle se trouve en Union européenne et de façon très précise à Amsterdam. Exactement, Amsterdam. Et sinon, il y en a effectivement dans après, il y en a partout un peu à travers le monde. C'est pas uniquement à Amsterdam, mais pour les clients français, effectivement. Alors c'est vrai que finalement vous avez le choix, mais bien souvent les clients français choisissent le data center de l'Union européenne, et là en l'occurrence pour cette solution il s'agit d'Amsterdam. Et enfin, alors peut-on analyser des logs Linux syslog? Et oui, tout à fait. Les logs de type syslog sont disponibles à travers des parseurs qui sont déjà fournis par la solution. Et on peut les analyser soit en TCP, soit en UDP. Dans les deux cas, on va être capable de reprendre ces logs-là et voilà, de faire des analyses dessus, comme on a vu, avec du clustering ou non, avec de l'analyse d'anomalies directement intégrée dessus. En fait, il y a une bibliothèque de parseurs avec énormément de types de logs, de formats de logs qui sont déjà bien connus et que la solution sait parfaitement analyser sans aucun problème. Et que se passe-t-il finalement s'il y a des logs un peu propriétaires, des applications développées maison qui auraient des logs applicatifs qui ne correspondraient pas à la bibliothèque de parseurs qui est déjà intégrée au sein de la solution? Effectivement, on a toujours des logs qui sont forcément uniques. Quand on a une solution custom, développer une solution maison par exemple, dans ces cas-là, on va être capable de développer. L'utilisateur va pouvoir développer son propre parseur. Il n'y a pas besoin franchement d'être informaticien, parce que vous avez un wizard, un petit assistant, qui va vous aider tout simplement, à partir d'exemples de vos logs, à construire ce parseur en créant des expressions régulières sur les différentes informations, les différentes zones qui vous intéressent dans la log. Je crois qu'on est arrivé au terme de l'ensemble des questions qui nous ont été adressées. Et bien voilà, ce webcast s'achève. Merci Patrice, merci Alain. Merci Alexandre.
Et puis, n'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pourrez revisionner ce webcast en replay sur le site d'Oracle. Merci à tous de vous être connectés à ce webcast. À très bientôt.